L'IA doit nous sauver. Rien que ça, on est en train de vivre un des moments les plus excitants de l'histoire technologique de l'humanité. Le rythme des avancées techniques, des avancées technologiques a atteint des sommets. Il y a 20 ans, on vivait absolument pas pareil. Aujourd'hui, on est habitué à vivre avec nos smartphones, avec nos ordinateurs, avec Internet. Et c'est un peu la grosse révolution, la plus grosse révolution de l'histoire de l'humanité. Et en même temps, on vit une période un peu tragique où on a détruit notre écosystème. On se rend compte que la planète sur laquelle on vit, on est en train de la détruire. L'urgence climatique est de plus en plus prise en compte par les différentes personnes. Et du coup, la proposition un peu naturelle serait de dire pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas au service de la résolution de l'urgence climatique l'attirail technologique qu'on développe et qui est en train d'émerger. Du coup, je voulais aujourd'hui faire une tribune pour présenter les usages un peu les plus chouettes, les usages pas assez connus de l'intelligence artificielle et de manière générale des avancées technologiques. Avant de commencer, je me suis quand même dit, je vais aller vérifier, je vais taper Artificial Intelligence dans Google et je vais aller regarder un peu ce que me dit Google de manière agnostique. Et là, j'ai été encore une fois tellement frustré de voir un peu l'état de la communication sur le secteur dans lequel je travaille. Voilà les 3 premiers liens dans Google Actualité quand j'ai tapé Artificial Intelligence pour préparer la conférence d'aujourd'hui. Le premier, l'IA va détruire les emplois. Encore une fois, on nous bassine toujours avec ça. Et quelque part, c'est un peu le propre du progrès technologique. C'est avoir des gains de productivité pour remplacer là où l'humain n'est pas performant. Je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup, qui est l'exemple de l'invention du télégraphe. Au moment où le télégraphe a été inventé, il y a eu une espèce de panique dans le monde journalistique, parce qu'avant, on a envoyé des gens couvrir à peu près tout, qui revenaient pour communiquer de l'information. Et la presse, c'était principalement de l'information. Et au moment où le télégraphe est arrivé, en fait, l'information est devenue super accessible pour tout le monde. Et là, du coup, grosse panique dans le monde journalistique. Mon Dieu, on n'aura plus d'emploi parce que l'information devient accessible. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Même plutôt au contraire. Comme l'information est devenue accessible, les lecteurs, ce qu'ils ont demandé, c'est du contenu, c'est de la qualité, c'est de l'analyse, c'est de l'interprétation. Et en fait, on a recentré à la fin les journalistes sur leur valeur ajoutée, sur ce que fait l'humain bien, c'est-à-dire comprendre, expliquer, détailler, et pas sur juste donner l'information. Et là, c'est un peu pareil. Le premier exemple que j'ai fait dans ma vie, la première chose que j'ai fait dans ma vie professionnelle, c'est j'ai écrit un moteur de détection de fraude pour un site de e-commerce. Ça marchait super bien. Et pourtant, j'ai pris des mois avant de réussir à le mettre en prod en convaincre les équipes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une équipe de fraude assez conséquente en face de moi, qui du coup n'était pas très partante parce qu'ils pensaient qu'on allait remplacer leur job par un algorithme. Et en fait, c'est pas tout à fait ça la vérité. La vérité, c'est que les cas qui sont simples, les cas qui sont évidemment des fraudes, on les passe automatiquement en fraude. Les cas qui sont simples et qui sont évidemment pas des fraudes, on envoie les commandes. Et ce qu'on demande à l'équipe des fraudes, qui a une expertise métier, qui a un cerveau humain compétent et capable, c'est d'aller regarder le pourcentage un peu médian où c'est pas très clair, on a un peu de doute. Et du coup, on les recentre sur leur valeur ajoutée. On leur enlève le morceau pénible de leur travail qui est répétitif et évident pour les concentrer sur le moment où ils apportent de la valeur. Le deuxième lien, c'était l'IA, c'est un énorme business. Et l'article dont il parlait, c'est pour les cloud providers, pour les fabricants de puces, pour les gens qui aujourd'hui vendent de l'informatique. Parce qu'au moment de la ruée vers l'or, les gens qui ont fait fortune, c'est pas ceux qui cherchaient de l'or, c'est les gens qui vendaient des pelles. Et là, c'est un peu la même idée. Aujourd'hui, on est en train de vivre une ruée vers l'or, et les gens qui vont faire fortune, c'est les gens qui vendent des processeurs. Alors c'est vrai, l'IA, c'est d'énormes business. Mais c'est aussi les conditions d'émergence de nouveaux business. Parce que en augmentant la productivité, les capacités de ciblage, les capacités de recommandation, on peut transformer des business qui n'existaient pas, qui n'étaient pas rentables, en des business rentables. J'y reviendrai assez largement tout à l'heure, parce que c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans ce domaine. Et le troisième lien, classique, celui dont on nous bassine tout le temps, c'est l'IA nous espionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des machines qui savent ce qu'on fait. C'est pas complètement vrai. Moi, ce qui m'embête un peu, ce qui est un peu vrai, c'est qu'aujourd'hui, on est traqué. C'est-à-dire que les gens vont aller regarder nos activités de manière générale sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais en fait, il n'y a pas de notion de sémantique, il n'y a pas de lien avec l'individu. Et je suis une personne, mais ils ne savent pas qui je suis vraiment. Ce qu'ils voient, c'est le prisme très petit de mon activité. Et l'IA n'est pas en capacité de comprendre qui je suis et ce que je fais. Par contre, elle est capable de un peu me cibler, un peu m'orienter. C'est vrai, pas tant que ça finalement. J'étais quand même un peu surpris, après avoir fait ces 3 recherches, parce que je m'attendais à ce que forcément, il y ait dedans la reconnaissance faciale.
Et en fait, ça y était pas. Et je vais en profiter de ce moment-là pour mettre un peu des éléments conceptuels sur l'IA. On estime aujourd'hui qu'il y a 3 formes d'IA ou 3 niveaux d'IA. Le premier, ce qu'on appelle l'IA faible. L'IA faible, c'est une machine qui est capable de reproduire une opération que fait l'homme à peu près aussi bien que l'homme. C'est ce qui aujourd'hui va lire les chèques de banque ou ce qui va venir comparer 2 photos de 2 personnes pour dire que c'est la même personne. Mais encore une fois, il n'y a pas de notion de sémantique. À vous tous, si je vous montre 2 photos de la même personne, vous me direz « mais oui, c'est la même personne ». Mais vous ne savez pas qui est derrière. Vous ne savez pas forcément quelle est la personne derrière, qu'est-ce qu'elle est comme individu, qu'est-ce qu'elle aime. Le deuxième type d'IA, c'est ce qu'on appelle l'IA forte. L'IA forte, c'est une machine qui est capable de reproduire un nombre conséquent d'opérations que fait l'humain, très nettement mieux que l'humain. Et là, on en est vraiment, vraiment très loin. Et ce dont vous avez sans doute entendu parler, Skynet, la révolution des machines, c'est ce qu'on appelle l'IA générale ou généralisée. C'est le moment où la machine sera capable de reproduire l'ensemble des informations, l'ensemble des opérations que font les êtres humains, bien mieux que les êtres humains, et même de nouvelles. Et là, pour donner quelques ordres de grandeur, aujourd'hui, on estime la puissance de calcul d'un cerveau humain aux alentours de 10 puissance 23 flops. Flop, c'est nombre d'opérations à virgule flottante par minute. On s'en fiche un peu de ce que ça veut dire, mais pour l'ordre de grandeur. Les plus grosses machines qu'on arrive à faire aujourd'hui, que ce soit les supercomputers d'IBM ou les réseaux, par exemple le réseau de minage du Bitcoin, c'est à peu près 10 000 fois moins qu'un cerveau humain. Et on estime que pour simuler un cerveau humain, il faut au moins la puissance de calcul d'un cerveau humain, ce qui me paraît assez logique. Et c'est sans doute très sous-estimé, parce que c'est quand même une belle mécanique et c'est pas sûr qu'on arrive à reproduire, même avec la même puissance de calcul, les mêmes opérations. Donc on en est très loin. Et sans doute qu'on n'y arrivera jamais, parce qu'on est en train de heurter les bornes de la physique dans la capacité à construire des machines de plus en plus puissantes. Bon, je suis arrivé à ces usages les plus populaires. Je me suis dit, c'est le moment de venir présenter, de servir de cette tribune, de venir présenter les usages qui sont chouettes, qui me tiennent à cœur et qui sont cool. Avant ça, une dernière petite parenthèse sur la consommation carbone du numérique. Parce que si on dit que cet outil doit nous sauver, en fait, il y a une question de un peu à quel coût. Parce que si en fait on diminue nos consommations carbone ou on améliore nos vies avec l'usage du numérique, est-ce que ça vaut vraiment le coup en termes de consommation carbone? Aujourd'hui, on a à peu près 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales qui sont produites par le numérique. Et on estime que ce chiffre va à peu près doubler dans les 10 prochaines années. J'aimerais nuancer un peu ça, parce que ces enquêtes m'embêtent un peu et il faut avoir un peu de recul dessus, parce qu'on ne mesure jamais ce que remplace le numérique. C'est-à-dire que le numérique, aujourd'hui, c'est des usages, des nouveaux usages, mais aussi des usages qu'on a remplacés. Par exemple, il y a 5% de plis en moins à la poste par an. 5% de plis en moins, ça veut dire 20 mégatonnes de carbone. Qu'est-ce que ça veut dire 20 mégatonnes de carbone? C'est à peu près 10 000 Français. Donc ça veut dire que la poste, par l'effacement de plis qu'on envoie, économise à peu près la consommation carbone de 10 000 Français par an. De la même manière, il y a à peu près moins 3% d'impressions de presse écrite par an. Parce qu'on va tous lire les journaux sur nos téléphones. La première chose que je fais en me levant le matin, c'est lire l'équipe sur mon smartphone. Du coup, je ne l'achète pas en format papier. Et là, encore une fois, on ne vient pas souvent mesurer dans l'usage du numérique, dans la consommation carbone du numérique, les usages qu'il remplace. Bref, j'ai été frustré quand j'ai commencé ma recherche et quand j'ai commencé à préparer les slides par le fait qu'on est toujours bassiné par ces usages-là. Et cette frustration est double parce que moi, je connais pas mal d'autres usages en tant que professionnel du secteur dont j'ai envie de parler, qui ne sont pas assez publics et que je vais essayer de vous présenter un peu aujourd'hui. Mais du coup, il y a des usages chouettes, il y a des choses dont on ne parle pas assez. Pour commencer, il y a une initiative de l'ONU qui s'appelle AI for Good, qui est un groupe de travail international avec des institutionnels, des gouvernements, des industries, des chercheurs, qui s'est donné pour mission de trouver comment est-ce que l'intelligence artificielle peut venir aider à répondre aux objectifs de développement durable de l'ONU. L'ONU a défini 17 objectifs de développement durable, chacun d'entre eux qui sont sur la santé, qui sont sur le climat, qui sont sur l'énergie, qui sont sur la pauvreté. Et sur chacun d'entre eux, en fait, on peut mobiliser des outils d'IA pour être plus efficace, être plus rapide, trouver plus facilement comment est-ce qu'on peut améliorer notre vie ou économiser du carbone. Notamment cet exemple-là, qui est l'exemple sur la détection de déforestation. On a envoyé des dizaines de satellites en orbite autour de la Terre qui prennent des photos quasi quotidiennement. Et avec ces photos-là, on peut venir détecter les zones forestées, donc les zones sur lesquelles il y a des arbres, et comparer leur évolution dans le temps. Et du coup, ça se permet de pointer du doigt les endroits où il y avait des arbres, et du jour au lendemain, il n'y en a plus.
Et le gros enjeu de la déforestation aujourd'hui, c'est les coupes sauvages. Donc si on arrive à pointer du doigt les endroits où les arbres sont en train de disparaître à un rythme très rapide, parce que ce n'est pas forcément des zones faciles d'accès dans lesquelles on peut aller vérifier tous les jours si les arbres y sont toujours. Mais si on arrive à pointer les endroits où les arbres disparaissent, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire après, c'est dire « Ah, c'est là qu'il faut les regarder, c'est là où il se passe quelque chose », et du coup envoyer, par exemple, la police sur place pour aller constater le plus vite possible et lutter contre la déforestation sauvage. Un autre exemple de sujet qui est porté par cette initiative de l'ONU, un sujet sur l'impact des tempêtes. Quand il y a une tempête quelque part, on doit décider de l'aide humanitaire qu'on envoie, à quelle vitesse, à quel volume. Et du coup, la comparaison d'images satellites permet de mesurer un premier impact des dégâts et donc de décider de l'urgence de l'intervention et du volume de l'intervention. La raison pour laquelle je me suis engagé dans ce secteur de l'IA et la raison pour laquelle j'y reste, c'est un peu ce que je fais tous les jours. Je vais vous parler un peu de la boîte que j'ai cofondée. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit qu'on pouvait transformer en opportunités business des marchés qui étaient liés à la transition écologique, notamment les marchés autour des économies des énergies renouvelables. En fait, aujourd'hui, le solaire, c'est rentable. Il y a à peu près 40% des toitures de France qui sont rentables d'un point de vue solaire. Mais les gens ne le savent pas, les gens ne le font pas, les gens n'ont pas envie de chercher, je ne sais pas, moi, mon toit, s'il est orienté à 12 degrés, à 30 degrés, à 40 degrés par rapport au nord, si la pente c'est 30 ou 33 degrés, je ne sais pas complètement où est placée ma cheminée, où est-ce que je peux poser les panneaux solaires, et comme je ne sais pas et que j'ai l'impression que c'est compliqué de savoir, en fait, je ne me pose même pas la question. Et je vis peut-être avec la plus belle toiture de France au-dessus de moi, sans le savoir. Et de l'autre côté, les coûts de prospection et les coûts de conversion des opérateurs qui posent des panneaux solaires sont aujourd'hui très forts, parce que justement, c'est difficile d'aller expliquer aux gens, d'aller convaincre les gens qu'ils ont un potentiel solaire. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, si on arrive à savoir de manière systématique sur tous les bâtiments de France le potentiel solaire des pans de toiture, dans ce cas-là, on peut venir réduire ces coûts d'acquisition et donc transformer en une énorme opportunité business le déploiement de panneaux solaires. Et quand il y a une énorme opportunité business, le marché s'en saisit et ça va très vite. Du coup, on va aller reconstruire sur l'imagerie haute résolution la projection 3D des bâtiments. On va aller détecter les éléments qui sont sur les toitures pour à la fin venir déduire la surface utile, le nombre de panneaux qu'on peut poser et in fine, le potentiel exact de la centrale qu'on peut poser sur la toiture. Et ça, c'est cool. Un autre exemple, l'efficacité énergétique. C'est bien de produire de l'énergie verte, mais la meilleure énergie, celle qui consomme le moins de carbone, c'est quand même celle qu'on ne consomme pas. Et on a un parc bâtimentaire en France assez vieux, pas très efficace. Et en même temps, on a plein de manières de le rénover avec des incitations publiques ou avec simplement une rentabilité économique sur les travaux. Et c'est un peu le même constat que sur le solaire. Moi, je ne sais pas trop quelle opération je peux faire dans ma maison. Je ne sais pas trop, en fait, si jamais je change mes menuiseries, quel va être l'impact sur ma facture électrique. Je ne sais pas trop si c'est vraiment rentable. Je ne sais même pas si je vais rester très longtemps dans ma maison. Du coup, je ne me pose pas la question et je monte le chauffage. Pas forcément un très bon réflexe. Et de la même manière, si on arrive à avoir de manière systématique la vétusté des bâtiments, le type de menuiserie, les surfaces vitrées, les matériaux de construction, les types de toitures, est-ce que les combles sont perdus ou aménagés? Si on vient extraire cette information d'imagerie, de sources diverses, de l'ensemble des DPE qui a été réalisé par l'ADEME, on peut venir pointer du doigt les endroits où, en termes de rentabilité, les travaux sont les plus courts, où la rentabilité est la plus rapide, et donc transformer en une opportunité business un enjeu central de la transition écologique. Je vous ai dit tout à l'heure, l'IA doit nous sauver, ça veut dire effectivement trouver comment remplir des éléments autour de la consommation carbone, des énergies renouvelables. Il y a d'autres usages qui ne sont pas assez publics, et notamment celui-là dont je veux particulièrement vous parler, qui sont les usages de l'intelligence artificielle dans la santé. L'exemple là, c'est un exemple qui a été développé par une équipe de chercheurs français sur la détection du cancer du sein. Et quand on booste un radiologue avec des algos d'IA, on augmente environ de 10% le score de détection. Et on diminue de quasiment la moitié du temps le temps de diagnostic. Pourquoi? Pas parce que la machine est plus forte que le radiologue, mais parce que le radiologue va venir voir beaucoup de radios dans la journée. Et si la tumeur est toute petite, ça peut lui passer sous l'œil. De manière générale, les algos qu'on fait aujourd'hui ne sont pas plus performants que les humains,
Ils ne se fatiguent pas, par contre. Ils ont toujours le même rythme, ils ont toujours la même précision. Et du coup, si on arrive à détecter plus tôt, plus vite, plus efficacement, avec plus de certitude, les différentes maladies, on va très considérablement améliorer nos vies. J'en profite pour vous parler d'une chose sublime, d'une des plus belles choses dans la santé qui existe, dont absolument personne dans cette salle a entendu parler, je pense, qui est le Health Data Hub. En France, on a une chance, c'est qu'on a un régime de sécurité sociale depuis plusieurs dizaines d'années, qui concerne tout le monde. Du coup, on a des historiques de prescriptions, de maladies, de consultations chez le médecin, de 40 à 70 millions de Français. À titre de comparaison, les plus grosses mutuelles américaines, c'est à peu près 20 millions de personnes. Mais biaisé, parce qu'aux États-Unis, la santé, c'est les riches. En France, on a tout le monde à la Sécu. Et le Health Data Hub, c'est du coup une initiative pour venir mettre toutes ces données ensemble pour permettre à la recherche d'aller trouver des choses dans ces données. Et la première chose qu'ils ont faite pour en prouver la valeur, c'est qu'ils sont allés regarder le Mediator. Et devinez quoi? Dans les données, on aurait pu trouver avant que le Mediator tuait des gens. Et ça, c'est quand même plutôt rassurant de se dire qu'on est capable de mettre en place des méthodes qui vont nous permettre de sensiblement améliorer nos vies, améliorer les médicaments qu'on prend, et de manière générale, améliorer notre santé. Je vais conclure sur une petite métaphore pour vous. En fait, l'IA, aujourd'hui, c'est un outil. Et comme tous les outils, c'est dans les mains de la personne qui l'utilise qu'il prend son sens. Un couteau, ça peut servir à cuisiner ou ça peut servir à poignarder son voisin. C'est celui qui le manipule qui décide. Et je ne sais pas vous, mais moi je pense qu'on serait vachement mieux à table.